Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del webinar sobre Bonjour comunicación à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire en el contexto de la pandemia por sur la communication des risques et la participation de la communauté pour le traçage de contacts. del Departamento de Emergencias de Salud. Je remercie Mi nombre l'OPS es Tania Escamilla, d'avoir organisé especialista cette en el réunion. Departamento de Emergencias Je de suis Salud Tania de Escamilla, OPS. spécialiste en Y el día de hoy communication vamos a département presentar des urgences sanitaires de segunda l'OPS. parte de la Nous allons presentación. aujourd'hui vous Vamos a ver présenter la deuxième que partie veremos de los cette componentes présentation et nous restantes verrons de la guía de les autres comunicación de éléments riesgos qui font y partie de ce participación guide de comunitaria y communication de trazaje de risque, contactos. participation communautaire Y luego et tendremos traçage la des contacts. presentación Ensuite, nous entendrons, nous verrons une de la présentation de nos comunidad que collègues están de Bolivie implementando un proyecto de qui erradicación de ont mis en emergencias hace varios meses. pratique un programme de Presentando traçage de unos contacts depuis plusieurs convenios mois. establecidos desde la OPS Je suis dans le cadre con d'un varias accord sociedades avec como l'OPS, del l'accord Salvador y de la social Iglesia Católica. Nos van a estar presentando este des proyecto Caritas trabajado con Católica diversas comunidades indígenas en el Chaco qui boliviano. travaille avec plusieurs En communautés este autochtones dans contexto. la zone du Chaco en Muchísimas Bolivie. gracias a todos por su Je vous participación. remercie de votre participation. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Je vais partager mon écran. Confirmo con todas y todos que están viendo mi pantalla. J'espère que vous voyez ma présentation. Muchas gracias. Les recuerdo que Parfait. para realizar preguntas pueden usar Si vous la souhaitez poser sección des de chat questions, que vous tienen aquí pouvez a la utiliser la derecha boîte de y chat también la sección de ou Q&A si également esto prefieren la hacerlo de boîte esa forma. questions-réponses También les recuerdo a au todos los choix. participantes que Je tenemos rappelle à tous les interpretación al participants español également en qu'il y este a des services sitio. Pueden d'interprétation acceder a ellos plusieurs langues. Vous por pouvez y medio avoir del botón accès que ven en la parte inferior en cliquant sur le derecha bouton de su pantalla. Interprétation en bas à droite sur votre écran. Bueno, pues en esta presentación vamos a ver los componentes restantes de Nous la allons guía maintenant para voir comunicación de les riesgos y composants, les participación éléments que comunitaria nous n'avions pas vus del hier rastreo de dans le contactos. cadre de ce La programme de guía communication des realizada risques et ayer les enviamos el participation link communautaire. para que la Hier, puedan nous acceder al avons envoyé documento le y lien en qui el vous donnait accès au correo que les document. enviamos hoy Et una dans hora le antes del courriel de inicio del rappel webinar, que nous vous avons les envoyé une heure enviamos avant le el link a la début página de de ce correo webinaire, nous vous avons également donde envoyé le podrán lien tener à la acceso a page todas las de ce presentaciones que se han webinaire. realizado Cela vous donne sobre el accès à toutes les documento que estamos présentations que realizando el día vous de aurez hoy vues hier y et también el link a aujourd'hui. los diversos Nous documentos vous avons que hemos également envoyé le realizado lien aux para divers pasarlos. documents qui ont été Em, présentés lors des séances. Vamos a seguir ahora mismo con Nous poursuivons el donc capítulo 4. Si et nous recordarán, passons à l'examen estamos du en el chapitre capítulo 4. 3, en el que se hacía un repaso sobre la serie de Dans pasos le que chapitre se 3, fundaron nous voyons une para synthèse definir des una diverses estrategia étapes nécessaires en el à marco de la una mise en campaña de place d'une comunicación. stratégie dans le cadre d'une Cuando campagne de tengan oportunidad communication. de examinar el documento a Lorsque vous detalle, aurez la verán que possibilité los d'examiner le document pasos en incluidos détail, en el capítulo vous 3 verrez de que les la campaña diverses de étapes comunicación mentionnées no dans le solamente están chapitre diseñados desde 3 un punto de vista de una campaña de ont été comunicación conçus dans masiva, l'optique sino que d'une también campagne involucran los de masse, elementos en el mais capítulo nous avons 2 également o repris a pensar des éléments campañas más qui comunitarias, permettent más a de nivel local y penser a à nivel des territorial. campagnes En este destinées à des capítulo communautés 4 ou à del documento certaines se juridictions examinan territoriales. diversas Dans le chapitre estrategias de 4, nous comunicación examinons plusieurs participativa stratégies de para communication involucrar a los miembros de la participative comunidad en el proceso de afin rastreo de d'impliquer les contactos. membres de Entonces, la pasamos communauté dans de le tener estas traçage des comunidades contacts. como receptores de la Les información communautés sont en el capítulo destinataires de 1, ces informations que nous mentionnions dans impulsamos le una chapitre 3. participación y una Nous retroalimentación de encourageons patrones une y necesidades participation, para un diseñar la retour des campaña, communautés qui pero nous la origen permettrait básicamente de está modifier, centrada le cas en échéant, les la comunidad. En campagnes. el capítulo 4 lo que
Et dans ce chapitre 4, nous voulons maintenant impliquer la communauté au traçage des contacts, pas proprement parler. En d'autres termes, des membres de la communauté doivent participer aux équipes de traçage. C'est un concept que l'OMS et l'OPS recommandent également, car cela permet de relever les possibilités de succès. Voyons les éléments qui sont indispensables ici. Pourquoi est-il fondamental que les communautés participent au traçage? Ça signifie donc que, comme je vous le disais déjà, les membres de la communauté vont être formés afin de pouvoir participer au groupe de travail qui se charge d'effectuer le traçage des cas. Nous mettons ici en relief l'importance de ce système, de cette pratique, afin que les connaissances de l'information soient connues à un niveau plus massif, augmenter la réceptivité, l'attitude de la collectivité. On l'a constaté dans plusieurs pays, notamment en Afrique. On construit ainsi la voie d'information qui facilite et accélère la détection de possibles contacts. Les membres de la communauté, en effet, sont ceux qui connaissent le contexte social de leur milieu. On crée un sens de co-responsabilité face à la situation sanitaire de la communauté. Si je participe à ce genre d'activité, en effet, le sentiment de responsabilité s'en voit accru. On renforce également, grâce au système, le tissu social. Tous ceux qui ont travaillé en communication, en sanitaire notamment, ou pour la protection de la santé, savent que lorsqu'on implique les membres de la communauté, le tissu social, l'écosystème de la communauté s'améliore. Ceci me mène au point suivant, qui dit que mettre en place un travail collectif de diffusion, de promotion de tous les éléments de communication permet d'arriver à une appropriation, une éducation, une participation de la communauté. Ce n'est plus une campagne où la communauté est passive et reçoit simplement la communication. Les individus participent à la campagne. Dans d'autres pays, où l'OMS a déjà mis en place cette stratégie, on a constaté que le positionnement des éléments de diffusion est nettement plus élevé lorsque la communauté est impliquée. L'engagement des communautés de travailler avec les promoteurs de la santé s'en voit augmenter. L'engagement des membres de la communauté participe davantage. On augmente ainsi le suivi des mesures de biosécurité au niveau de la communauté. Nous savons également que la participation de la communauté de dirigeants permettra de reconnaître des problèmes possibles qui s'opposent au traçage des contacts. En août de cette année, l'OMS a mis au point une méthodologie extrêmement détaillée que je vous invite à mieux connaître. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer le lien à ce document du mois d'août 2021 et qui relate la méthodologie appliquée dans un contexte social précis. Situation dans laquelle il faut effectuer une série d'étapes pour que le traçage des contacts puisse être couronné de succès. Et la participation de la communauté nous aidera à faire le traçage des contacts. Et la communauté, dans ce cas, la méthodologie doit être adaptée au contexte précis dans lequel le programme se déroule. Nous revenons aux 11 principes cruciaux, fondamentaux pour la participation de la communauté.
Et nous retrouvons ces 11 principes fondamentaux qui vous ont été présentés par notre collègue qui représentait la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Monica Posada, nous présentait hier. Ce sont 11 principes fondamentaux qui ont été choisis car elles permettent d'améliorer la participation de la communauté, de la faciliter. Tout d'abord, il faut connaître la situation, les circonstances de chaque communauté. Ceci nous ramène au contexte socio-économique, culturel et ethnique des communautés. Dans le document, dans ce guide, et nous le verrons plus tard, nous verrons une série de catégories qui doivent être analysées avant que de prendre contact avec la communauté. Il s'agit également de générer la confiance. Nous l'avons répété à satiété hier. Plusieurs techniques, d'ailleurs, sont mentionnées dans le guide et permettent de savoir comment faciliter la création de la confiance. Troisièmement, il faut maintenir l'acceptation de la communauté et se la gagner, en un mot. La communauté doit participer à l'adaptation au diagnostic. Il y a également des éléments d'éducation. Il faut en effet que la communauté comprenne ce qui se fait en matière de traçage. Ce ne sont pas nécessairement des concepts faciles à transmettre. Et vous trouverez des suggestions qui vous permettront de pratiquer l'éducation sociale, facilitant ainsi la compréhension des éléments nécessaires. Quatrièmement, il faut collaborer avec les solutions de la communauté elle-même. La communauté devrait résoudre des problèmes qui lui sont propres et créer un groupe de travail communautaire, chose que l'OMS et l'OPS ont constaté. Ceci apporte une énorme différence dans le nombre de personnes qui communiquent et participent au traçage. Sixièmement, il s'agit de s'engager à parvenir à une communication allant dans les deux sens, franche et inclusive. Donc, il faut consulter la communauté sur la façon dont le traçage des contacts doit être réalisé à l'échelle de tout le territoire. Septièmement, écouter, analyser, répondre aux commentaires. Il faut non seulement présenter le programme, mais il faut surtout donner suite au retour d'informations, aux réactions. On nous a souvent demandé comment, dans le contexte de la pandémie, nous pouvons répondre aux commentaires et trouver des points de contact. Il y a plusieurs façons de le faire, virtuelles, de façon présentielle, bien sûr, dans la mesure du possible. Nous savons également qu'il y a des pays où on a utilisé le contact téléphonique avec les dirigeants des communautés afin de pouvoir procéder à adapter le système de traçage de contact. Une autre série d'outils sont disponibles et nous permettent de maintenir les mesures de santé publique tout en créant des espaces d'analyse et de retour de la part de la communauté. Huitièmement, envisager l'utilisation de la technologie pour faire le traçage. Il s'agit ici d'utiliser diverses applications ou outils numériques que certains pays utilisent déjà pour créer ce traçage. Il s'agit d'applications qui ont souvent des fonctions de géolocalisation et permettent de savoir où se trouve la personne, où elle a été. Grâce au téléphone mobile, on peut retracer le parcours d'une personne. Il existe des plateformes qui facilitent le suivi de l'individu, en effet. Neuvièmement, il ne faut pas pénaliser les actions. Et d'ailleurs, plus tard dans la présentation, nous verrons de termes
qui vise à éviter la pénalisation dans le cadre de contact avec la communauté. Il faut encourager le bien-être collectif. Il ne s'agit ni de récompenser, ni de sanctionner des comportements. Il faut le faire comprendre et nous le verrons plus tard. Dixièmement, décourager la stigmatisation, la discrimination et les rumeurs. Et il faut y faire face. Ceci veut que l'on soit en contact avec la communauté, mais que l'on ait également une technique de participation qui permet de répondre à l'infox, aux informations erronées, que nous avons d'ailleurs tous vues pendant la pandémie. Onzièmement, il faut établir une coordination avec tous les gens qui ont un rôle dans la réponse. Il s'agit non seulement ici des instances de santé, des organisations internationales qui sont sur le terrain, des organisations communautaires, des dirigeants communautaires qui se trouvent dans la communauté. Voici maintenant les aspects cruciaux dont je vous parlais auparavant, qui nous permettront de créer la confiance au sein de la communauté. Il faut examiner ces éléments, les étudier avant que de prendre contact avec les collectivités. Et nous recommandons d'analyser cette série d'indicateurs qui créent un profil socioculturel des diverses communautés. Les convictions religieuses, les intérêts, les idées en matière de COVID-19, le contexte socio-économique, le contexte social, y compris les questions de sécurité, les organisations sociales, les syndicats présents au sein de la communauté, les aspects ethniques qui sont très importants dans notre continent également. Ces aspects techniques nous obligent à prendre en compte la présence de communautés autochtones ou d'autres groupes de population qui ont un patrimoine culturel en commun. Il est important aussi de créer un langage afin qu'il y ait un dialogue direct avec le traçage des contacts. Éviter de donner une connotation négative et utiliser plutôt des termes qui permettent à la communauté de s'impliquer, car il s'agit d'un vocabulaire positif. Ce ne sont ici que des exemples. Parler d'isolement plutôt que de confinement. Confinement donne à penser qu'il y a arrestation, par exemple. Soins à domicile plutôt qu'enfermement. Des mesures plutôt que des restrictions. Recommander un contact virtuel, numérique, non présentiel, plutôt que de dire éviter les contacts. Utiliser des termes tels que la chaîne de contagion ou de transmission plutôt que foyer d'infection, qui laisse penser qu'il s'agit d'une chose dangereuse qu'on ne peut pas maîtriser. Ce sont des exemples très courts, mais vous en trouverez d'autres dans le guide et cela vous aidera certainement à mieux concevoir votre message de communication. Passons au chapitre 5. Dans le document, vous trouverez des outils qui permettent de créer une stratégie de communication. Vous y trouverez des conseils quant à l'utilisation des réseaux sociaux qui donneront davantage de crédibilité à l'information. Il y a également un recueil de liens utiles en matière de traçage de contact. Centre de connaissances de l'OPS et d'ailleurs, je vous donnerai le catch-up, mais aussi le lien qui vous permettra d'arriver à cette publication. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Dans cette section des outils de communication, vous verrez également des posters qui sont des exemples pour des campagnes de masse ou communautaires. Vous verrez également le scénario d'un vidéo qui peut être utilisé pour concevoir un vidéo, mais aussi aux fins d'audio seulement.
des audios envoyés par WhatsApp où l'on raconte ton histoire et c'est un scénario que nous utilisons pour les influenceurs qui ne doivent pas nécessairement être influenceurs de réseaux sociaux, mais qui peuvent être des influenceurs au niveau des communautés. On raconte une histoire et on invite le public à participer au traçage. On y explique l'importance des traçages. On trouve également des scénarios, des exemples pour des vidéos. Voici mon histoire. Il s'agit de scénarios que vous trouverez qui sont à votre disposition et bien sûr, vous pourrez les adapter à votre propre contexte. Il y a également une section mythes et réalités sur le traçage de contact. Il s'agit de messages très courts qui peuvent servir à une campagne de nature éducative et qui incitent à la participation. Et finalement, nous avons également un scénario de radio, nouvelle, qui peut servir également d'éléments à la fois de loisirs, de divertissement dans le cadre d'une campagne de traçage de contact. Voici donc la fin de ma présentation et je vous rappelle que dans la boîte de chat ou dans la section questions-réponses, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà pour le moment. Bien, pour vous encourager à participer, j'aimerais maintenant faire un petit exercice en ligne. Et je vous invite à y participer tous. C'est quelque chose de très simple. Et on utilise un outil qui s'appelle Menti. Et je vous le montre afin que vous puissiez participer. Il y a 2 questions, très simples d'ailleurs. Entonces, en este link, si pueden ingresar. Grâce à ce lien, vous pouvez entrer et répondre aux questions. Ici, vous voyez, les choses sont tout à fait minuscules, mais si vous entrez ça sur cette adresse, www.menti.com, en utilisant ce code, vous trouverez les questions et vous pouvez répondre soit par votre téléphone portable, soit par ordinateur. Et ici, nous voyons les réponses. Et merci à ceux qui ont déjà répondu. Francesco, une question ou un commentaire? Francesco, je cherchais à entrer sur Menti. La présentation reflète parfaitement bien notre expérience, particulièrement pour ce qui est de la lutte contre la stigmatisation, qui nous intéresse tous dans le cadre du traçage. Merci, Francisco. Nous voyons ici les résultats de votre participation. La question était, quels mots utiliseriez-vous dans un message destiné au public pour dire ce qu'est le traçage des contacts? Et vous voyez également cette question en anglais. Premièrement, soins à domicile, terme confinement que personne n'a utilisé parce que je vous disais clairement que ce n'était pas du tout recommandé. Troisièmement, mesure, 13%. Les résultats changent, comme vous le voyez. Créer un contact virtuel ou présentiel.
la chaîne de contamination et le terme foyer d'infection. Ahorita le voy a dar enter para, a ver, tengo, muy buenos días, Albert, quería ver qué había en el QIA. Voici donc les résultats. Bueno, pues tenemos hasta el momento 21. Pour le moment, nous avons 21 réponses. J'ai une autre question à vous poser. Continuez à participer. Vous pouvez vous connecter à menti.com, vous entrez le code pour y accéder et vous répondez aux questions qui sont posées. Bueno, y la mayoría, realmente muy pocos seleccionaron el cuarto con el foco de infección. Très peu d'entre vous avez sélectionné la dernière réponse, celle des foyers de contamination. Alors, félicitations à ceux qui ont participé. Continuez à voter. Vous avez tout le reste de ce webinaire pour répondre. On vous montrera les résultats à la fin. Je vous présente à présent la deuxième question. Entonces, esta es la próxima pregunta que C'est realmente... la question suivante. Ce n'est pas véritablement une question, c'est plutôt une affirmation. Voici des recommandations pour concevoir des messages sur le traçage des contacts. Vous avez ici plusieurs options qui s'offrent à vous. Utilisez des pourcentages, des comparaisons. Utiliser des messages longs de plusieurs pages. Troisièmement, utiliser des messages contenant des appels à l'action. Quatrièmement, utiliser des rapports techniques détaillés contenant différentes instructions. Vamos por 15 y ahorita le vamos a dar enter. Y por supuesto, el llamado a la acción tiene 58%. Bien sûr, l'appel à l'action recueille 58% des voix. Tous les spécialistes en communication savent qu'il faut un appel à l'action aussi souvent que possible. Bueno, 30 segundos más y le doy Encore 30 secondes las respuestas correctas. et nous consulterons les réponses. Bueno, llegamos a 29. On en est à 29. Y en las correctas lo que tenemos es usar comparativos y porcentajes. Utiliser des comparaisons des pourcentages, c'est une réponse qui nous semble correcte. On l'a constaté dans d'autres types de campagnes, pas seulement à l'OPS. C'est une façon de procéder qui permet de clarifier les informations aux yeux du public. Utiliser des phrases courtes également. On a constaté cela dans des campagnes de traçage des cas contacts récemment, pas seulement à l'OPS, mais aussi pour les campagnes de vaccination contre la COVID-19. Et bien sûr, des messages appelant à l'action. Dans le cas des rapports techniques détaillés contenant différentes instructions, cette réponse n'est pas entièrement incorrecte. Ce type de rapports sont très utiles d'un point de vue scientifique et technique,
Mais dans le cadre de la communication avec le grand public qui ne connaît pas nécessairement très bien le processus de traçage des cas contacts, ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode. Elle peut être source de confusion. Dans d'autres contextes, on s'est rendu compte que adopter une série de mesures courtes et simples fonctionne bien. Et enfin, les messages longs de plusieurs pages ne sont plus tant d'actualité. À l'heure actuelle, on voit les messages se raccourcir de plus en plus. Les personnes ne consultent plus l'intégralité des publications Facebook qui ne font qu'un ou plusieurs paragraphes. Les messages sont de plus en plus courts. Que cela nous plaise ou non, pour ma part, ça me semble terrible de ne plus lire autant. La communication avec le grand public doit reposer sur des messages plus courts et plus clairs. Merci à tous ceux qui ont participé à ce petit exercice. On va à présent prendre une courte pause de 5 minutes pour boire un peu d'eau, se dégourdir les jambes, aller aux toilettes. Et on reviendra pour passer à l'expérience de la Bolivie à 10h40. À tout de suite. A quienes se están uniendo Merci à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui viennent d'arriver. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'interprétation vers le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol en cliquant sur l'icône de MapMonde en bas de l'écran. Vous pouvez également utiliser les onglets des questions-réponses ou de la boîte de dialogue pour apporter vos contributions. J'aimerais à présent présenter l'équipe de la Bolivie qui va nous parler de son expérience en matière de stratégie de communication pour le traçage des cas contacts. Elle a été lancée en associant depuis le départ différentes communautés de la région du Chaco. C'est Francesco Cosmi, Sandra Padilla, coordinatrice d'une équipe mobile, et Isabelle Bettori, qui vont nous faire part de cette expérience. Merci pour votre participation. Francesco, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous planter le décor, nous parler du travail de votre organisation? Merci Tania pour votre présentation. Merci de nous donner la parole pour parler de l'expérience du Chaco. Nous sommes une organisation caritative fondée par un franciscain qui a commencé à travailler dans le domaine de la santé, en faveur de la santé publique, en travaillant toujours avec les communautés autochtones. Dans la région du Chaco, en Bolivie, cette région est très vaste. Elle se trouve à la frontière entre le Paraguay, l'Argentine, le Brésil et la Bolivie. Elle représente 128 000 km² environ pour une faible population d'environ 3 000 habitants, concentrés principalement en milieu urbain. Parmi ces habitants, près d'un tiers sont autochtones, des Guaranis en majorité,
mais on trouve aussi d'autres populations autochtones. Comme je vous le disais, c'est un très vaste territoire qui ne dispose pas de nombreuses infrastructures. Il n'y a qu'une seule route, par exemple, une seule route bitumée qui va de Santa Cruz à l'Argentine pour le commerce international. Il faut prendre donc des routes, des chemins de terre battue pour atteindre les communautés autochtones. Un peu de contexte à présent. Comment la pandémie a-t-elle atteint les communautés? Pendant cette pandémie, on ne se trouve pas, on n'est pas tous dans le même bateau. Certains ont des navires solides, d'autres des embarcations de fortune. Et dans cette région du Chaco, la situation était difficile dès le début. Il y a des difficultés pour avoir accès à l'eau. Dans certaines zones, l'eau de pluie est recueillie et elle est partagée avec les animaux, ce qui représente une menace pour la santé. Certains villages ne sont pas équipés pour faire face à cette urgence sanitaire. C'était notamment le cas au début de l'année 2020. La situation était terrible. Il n'y avait pas de gants, pas d'alcool pour se désinfecter les mains. D'autre part, ce sont des populations où il y a de nombreuses maladies chroniques, des maladies endémiques qui sont souvent invisibles. Il y a aussi l'hypertension, le diabète, la malnutrition, notamment chez les enfants. Pendant la pandémie, toutes ces affections ont été négligées à cause du manque de prise en charge. Depuis le début de la pandémie, en 2020, on a commencé à s'adresser principalement au milieu urbain, avec un faible intérêt pour l'interculturalité. C'est pourquoi les organisations, les communautés se sont rassemblées pour agir. Elles ont commencé par fermer l'accès aux communautés pour éviter que la pandémie ne soit transmise aux communautés. Certains médicaments ont été utilisés, des plantes traditionnelles notamment, pour réduire les symptômes. Le principal problème était par ailleurs l'équipement, mais aussi la formation des personnels de santé. Notre organisation et l'OPS a travaillé avec les communautés dès 2020 pour équiper les dispensaires et pour former leur personnel de santé. Nous avons notamment travaillé sur le protocole communautaire pour endiguer la transmission au sein des communautés. Dès 2020, nous avons réussi à réduire l'accès aux communautés. Et cette année, en 2021, la Bolivie a été frappée par la troisième vague la plus forte de Covid-19. Elle a coïncidé avec la saison hivernale très froide. Les cas ont considérablement augmenté au sein des communautés autochtones et nous avons donc adopté la stratégie de traçage des cas contacts pour endiguer la transmission de la maladie. Nous avons travaillé dans deux directions. D'abord, nous avons renforcé le traçage
On le faisait à l'échelle nationale, mais pas suffisamment pour réduire les contaminations. Et nous avons également travaillé dans le sens de la communication. Nous avons renforcé la communication pour lutter contre la stigmatisation liée à cette maladie et aux patients. Et nous avons travaillé également sur le négationnisme, pour le dire ainsi. Et ce, pour atténuer l'impact et les répercussions de la maladie. Je laisserai ensuite la parole à mes collègues. Ici, nous avons voulu renforcer le traçage, comme je vous l'ai dit, en créant la figure du promoteur de la santé. Ça a été le maillon, la passerelle entre l'hôpital et les communautés. Il s'agit d'un membre de la communauté, il connaît leur langue, et ici le guarani, l'espagnol, c'est la seconde langue de ces communautés. Cet acteur, le promoteur de santé, a été choisi, élu par sa communauté pour réaliser ce travail. Il est bénévole et se coordonne toujours avec les personnels de santé. Il a joué un rôle central, il joue un rôle central dans le domaine de l'acceptation communautaire. La principale stratégie adoptée a consisté à passer par la radio pour toucher les communautés. On a parlé de WhatsApp, des réseaux sociaux qui ne sont pas toujours accessibles à tous, alors que la radio a constitué un outil, un moyen de communication fondamental pour toucher des zones reculées. Nous avons travaillé avec 62 zones guarani, mais la radio a permis d'augmenter encore ce chiffre. Nous avons surtout travaillé avec des radios participatives. Les promoteurs de santé ont parlé eux-mêmes de ces thématiques. On entendait des messages souvent contextualisés en fonction de chaque zone et en guarani. Je vais à présent donner la parole à Sandra Padilla, anthropologue guarani, qui va vous parler des activités précises menées au sein des communautés. Bonjour. Je vais vous parler des activités menées dans la région du Chaco, en Bolivie. Je m'appelle Sandra Padilla. La région du Chaco, nous avons toujours tenu compte des besoins des communautés. C'était notre point de départ. 156 personnes ont participé à ces activités, ont déployé ces activités, que ce soit des promoteurs de santé, des personnels de santé ou autres. L'objectif était de permettre aux participants à ces activités d'ensuite répliquer ces activités pour produire un effet de levier et sensibiliser à la question de la COVID. C'était une maladie inconnue des communautés, mais grâce aux formations dispensées, on a permis aux communautés de comprendre ce qu'était cette pandémie. Vous voyez ici des personnels de santé
formés à la question de la COVID. Leur tâche a été de communiquer avec les communautés grâce à des ressources adaptées. Ici, vous voyez qu'il s'agit de parler de la vaccination. Les bonhommes rouges représentent des cas positifs de COVID-19. Ces ressources visaient à faire comprendre, à sensibiliser les communautés au danger de la pandémie. Les personnels de santé, les promoteurs de santé devaient être formés pour pouvoir réaliser efficacement ce travail auprès des communautés. Vous voyez ici la formation des personnels de santé au test de dépistage antigénique par frottis nasal. 72 personnels de santé ont ainsi été formés. Cette formation a ainsi permis au personnel de santé d'avoir confiance en eux-mêmes et de pouvoir tracer les cas contacts de COVID-19 au sein de leur communauté. Comme je vous le disais, cette maladie, cette pandémie était inconnue des communautés. Cette capacitation a donc permis de toucher les familles, toucher l'intégralité des ménages pour consigner les nouveaux cas, recenser les nouveaux cas, car les ménages ne les signalaient pas. Il s'agissait d'une question taboue, un problème de santé encore inconnu. Il a donc fallu employer différentes méthodes, différents moyens de communication comme des vidéos, des brochures bilingues, donc en guarani et en espagnol, comme le disait Francisco, pour pouvoir atteindre ces communautés. Vous voyez ici le guide élaboré par notre organisation avec l'appui de l'OPS. Il s'agit d'un guide sur le traçage et le suivi des cas contacts de COVID-19. Nous avons constaté qu'au sein des communautés, les termes de traçage et de suivi étaient entièrement inconnus. Notre équipe a donc dû expliquer le sens de ces termes aux communautés, le traçage et le suivi des cas contacts. Une fois que les communautés ont compris de quoi elles retournaient, on a commencé à les informer, à les orienter en leur distribuant ce guide, en se fondant sur ce guide. Il nous a aussi fallu travailler avec les personnels et les promoteurs de santé, car ce sont eux qui ont transmis ces informations auprès des communautés après avoir été formés à cet effet. Nous avons donc travaillé en équipe pour porter ces informations jusqu'aux communautés, en utilisant ces ressources pédagogiques qui ont été précieuses pour les communautés parce qu'elles recueillent les principaux points, les principales informations sur la COVID et la façon d'y faire face depuis les communautés.
On voit ici comment le guide a été élaboré pour prévenir la COVID-19. Dans un premier temps, nous avons utilisé les espaces de prise en charge de la population. Nous avons profité de ces lieux pour communiquer avec les patients. Il a donc été important de passer par ces espaces de prise en charge. Ils nous ont permis de toucher plus directement les communautés pour diffuser les messages contenus dans ces ressources pédagogiques élaborées en fonction de la culture, de la langue et des coutumes des communautés de la région. Cet espace nous a également permis de distribuer ces brochures aux communautés. Ici, nous voyons que 63 communautés et 48 centres de santé ont reçu un matériel de biosécurité, des équipements de base. Cela a permis au personnel de pouvoir aller rencontrer les communautés. En effet, auparavant, la crainte régnait. Il se pouvait aussi qu'il y ait d'autres problèmes de santé en dehors de COVID. Cela a permis aux prestataires de soins de se rendre sur place, de rendre visite aux ménages afin de pouvoir réaliser leur travail de façon pratiquement normale. Il faut ajouter également que les agents de santé locaux sont des acteurs absolument indispensables. Et donc, on leur a donné des formations quant à la façon de faire le traçage et le suivi des cas de COVID. Cela leur a permis de se rapprocher des communautés. Cela également leur a permis de détecter davantage de cas et de faire le suivi de ceux-ci au sein des communautés. Et les communautés, d'ailleurs, ont pu à leur tour faire le suivi des cas. Comme je vous le disais, ce traçage et suivi de contact a été important et était fondé sur une coordination entre les agents de santé et les promoteurs de santé. Cela permettait surtout d'obtenir de véritables informations grâce à une connaissance approfondie de la communauté. Il s'agit donc de personnes qui peuvent nous aider énormément car elles sont à même de personnaliser les soins ainsi que les messages. Nous avons donc travaillé en contact très étroit avec ces personnes qui viennent de la communauté elle-même. Parfois aussi, il était nécessaire de travailler à un niveau plus général. Il s'agissait également d'éviter un contact personnel avec des cas suspects. Et les communautés ont très bien compris qu'elle puede prevenir más contagios. et très bien compris qu'il s'agissait également d'éviter la propagation
et d'éviter les contacts. Un saludo a todos, cordiales saludos. Aquí Isabel Vettori y soy del área de comunicación Ici Isabelle Lectory, secteur communication. Et comme on vient de le dire, nous nous occupons de deux éléments principaux. Premièrement, la formation et la mise en pratique de mesures concrètes pour effectuer le traçage des cas. Et le deuxième volet, celui de la communication. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Il faut rappeler également, malheureusement, le son nous parvient entrecoupé et interrompu. Pour ce qui est des activités de communication, l'interprète s'excuse, mais le son est à nouveau interrompu. Isabelle, il y a des problèmes d'audio. Sí. Tal vez estoy muy lejos del micrófono. No, Je suis peut-être loin du micro. Non, c'est une question de connexion essentiellement. Essayez de nouveau, Isabelle. Ahora sí, a ver. Oui, c'est mieux. Allez-y. Gracias. Bueno, como les decía, Comme je vous disais, que ha sido el componente en el cual nos hemos enfocado en la segunda, ha sido enfocado principalmente al área rural de comunidades. notre communication était axée d'abord avant tout sur les communautés guarani locales. L'interprète s'excuse à nouveau, mais le son est entrecoupé. Nous perdons la moitié de ce que dit la personne qui fait la présentation. Hola. Disculpa, Isabel, tal vez de pronto... Mais Isabelle, peut-être que si vous éteignez votre vidéo, cela pourrait peut-être améliorer l'audio. On pourrait essayer. En effet, nous avons eu des problèmes d'Internet en réalité. Le signal Internet est faible et interrompu. Je crois que les choses peuvent s'améliorer maintenant. En fait, dites-moi s'il y a d'autres problèmes. Non, à nouveau, des interruptions de son. C'est une question de connexité, évidemment. Isabelle? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors essayons de nouveau. Oui, nous vous entendons pour le moment. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Nous entendons avec écho. ¿Se escucha ahora? Sí, te estamos escuchando. A ver, intentemos. Oui, nous vous entendons. Alors, un nouvel essai. Ok, muy bien. Entonces les decía de que se hizo Je vous disais donc una primera acción con los promotores de salud para que nous avons commencé à travailler avec les promoteurs de santé
afin de les former, de les doter de connaissances, de leur apprendre à utiliser les moyens de communication radio notamment, afin qu'ils puissent véritablement, dans le cadre de leur travail quotidien, travailler avec les communautés. Ces promoteurs ont été pour nous des acteurs stratégiques. Il s'agit de membres de la communauté qui connaissent le contexte, la culture et qui ont su se gagner la confiance et la crédibilité de la communauté. Dans cette première phase, ils ont appris à mettre au point une série de matériel radiophonique qui leur a permis de toucher la communauté. La suivante. Ya estoy cambiando las láminas. No sé si alcanzas a verlas. Ahora sí. Ahora sí. Oui, je vois ce qui est projeté. Et nous aimons voir, voici, nous y sommes. Nous avons produit du matériel pédagogique, mais essentiellement radio. Notre moyen principal de communication étant la radio. Pour atteindre les zones autochtones les plus retirées. Il y a d'ailleurs des communautés où aucun moyen de communication, sauf la radio, ne parvient. Donc, nous avons recouru à ce médium. Et nous avons également pris en compte la langue et le langage. Tout cela, bien sûr, visait à obtenir une réduction de contact et donc de propagation de la COVID. Il s'agissait ensuite d'établir un traçage des contacts. Nous avons produit des micro-programmes radio, produit des vidéos sur les mesures mises en place dans certaines municipalités. Nous avons fait connaître un matériel pédagogique par le biais d'un réseau de communication guarani qui est présent dans toute la région du Chaco bolivien et formé de 13 stations de radio. Nous avons également un réseau national qui comporte plus de 100 émetteurs radio. Et nous avons, cela va de soi, utilisé également l'Internet. La suivante, s'il vous plaît. Nous avons également axé nos actions sur un programme de radio intitulé Yasare Komo, qui signifie l'éveil en guarani. Il s'agit d'un espace de dialogue interculturel destiné aux communautés, un programme qui réunissait les divers acteurs locaux, les promoteurs de santé, les agents de santé, les dirigeants autorités locales, des étudiants, des paysans, les maîtresses de maison, tous ont senti qu'ils pouvaient participer à cet espace radio diffusé une fois par semaine, le samedi, bilingue, espagnol-guarani. Et nous avons produit jusqu'à la fin septembre 22 programmes. Les programmes continuent d'ailleurs à être diffusés tous les samedis et nous allons d'ailleurs maintenir ce programme radio en espérant pouvoir le maintenir l'an prochain. Nous avons en outre créé une radio communautaire, la Tekovekatu, qui fonctionne à l'école de santé Tekovekatu, qui a été reconnue par l'OPS comme une école modèle des Amériques, car elle est fondée sur un modèle pluriculturel et qui est située dans une des municipalités
activités où ont eu lieu des interventions. Et cette radio permettra aux étudiants qui suivent des cours de nutrition, d'infirmerie, puissent l'utiliser afin de communiquer des connaissances en matière de santé en utilisant cette station de radio qui est d'ailleurs localisée à l'école même. Nous avons organisé également une manifestation virtuelle destinée aux communicateurs communautaires du Chaco, intitulée « Communication en temps de pandémie ». Où nous faisions connaître le rôle des communicateurs, des communicants pendant la pandémie. Nous avons également parlé des mythes dont on parlait sur les réseaux, en essayant de contrer l'infox à propos du vaccin. Nous avons donc voulu mettre fin à ces mythes grâce à la participation des communicants de la région du Chaco bolivien. La suivante, nous continuons d'avoir des petits problèmes de communication et des interruptions de son, ainsi qu'un écho. A ver, intento continuar. Bien, je vais essayer de continuer. J'arrive d'ailleurs à la fin de ma présentation. Nous voulions souligner ici les enseignements que nous avons tirés de ces activités. Une de ces leçons était que nous sommes parvenus à renforcer la pratique de traçage et suivi des contacts dans les communautés rurales autochtones du Chaco bolivien, grâce à un meilleur contact entre les personnels de santé et les promoteurs de santé des collectivités. Nous avons également tiré des leçons d'activités qui nous ont permis de convaincre les personnes qui ne voulaient absolument pas être vaccinées. Et nous ne sommes pas venus à obtenir qu'elles acceptent d'être vaccinées. Nous avons donc fourni des informations au niveau communautaire, dans la langue locale, afin que les personnes acceptent de se faire vacciner. C'est une leçon que nous avons apprise. Nous avons dû faire le travail au quotidien au sein de la communauté même. Nous avons utilisé les espaces de dialogue interculturel qui ont été créés à la radio notamment, afin de travailler aussi avec les communautés, les dirigeants autochtones. Et je crois que c'est tout cela qui nous ont permis de toucher, d'atteindre véritablement les populations locales, grâce à un message efficace également. Autre chose, ce que nous avons vu constamment, et qu'il est indispensable de donner de façon permanente des formations personnelles de santé, particulièrement dans les zones rurales où ils n'ont pas la possibilité de fréquenter des cours de formation. Par exemple, quand la COVID a surgi, ils se sentaient complètement abandonnés et n'avaient accès à aucun cours virtuel. Nous sommes parvenus à les mettre en contact avec ces espaces de formation. Finalement, ce que nous souhaitons faire à l'avenir est de continuer des promotions, motiver les promoteurs de santé qui sont, comme nous vous le disions, des acteurs indispensables et qui d'ailleurs effectuent un travail de bénévolat. Ils ne sont absolument pas rémunérés, qui offrent leurs services à leur communauté. Et nous pensons qu'ils doivent être motivés, appuyés constamment. S'ils permettent d'ailleurs de donner continuité au programme d'information. Le programme, par exemple, Radio Yacyretá, qui est important et doit continuer d'exister.
Il faut utiliser tous les instruments que nous avons utilisés, par exemple le guide de traçage et de suivi, les brochures communautaires pour la prévention de la COVID-19, qui ont tous été des instruments utiles et ont permis de faire le traçage et le suivi des contacts. Je vous remercie. Isabel, Francesco, al contrario, muchísimas gracias. Isabelle et Francesco, c'est nous qui vous remercions d'avoir participé. Et nous allons maintenant voir s'il y a des questions. Et bien sûr, nous remercions Sandra Paria d'avoir participé. Je vais voir s'il y a des questions. Et s'il y a des questions, vous pourrez éteindre votre vidéo. Et donc, j'appelle les participants que vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat ou la boîte questions-réponses. Il y a une question du Costa Rica, Pamela Monestel, qui nous demande comment avez-vous abordé la question de la vaccination? Y a-t-il eu une résistance? Vous avez fait allusion à cela pendant la présentation. Costa Rica souhaite savoir également si des médecins traditionnels ont été impliqués. Nous avons eu une expérience au sein d'une communauté. J'aimerais vous en parler. Il y avait résistance par rapport au vaccin. Nous avons mis à l'essai plusieurs stratégies. C'était une communauté chrétienne qui, culturellement, n'acceptait absolument pas le vaccin. Nous avons eu recours aux moyens de communication. Nous avons interviewé un pasteur d'une autre communauté qui expliquait l'importance de la santé et de la foi. Foi vis-à-vis du vaccin, car disait-il que c'est une chose que Dieu avait envoyée et qui était due à la sagesse de l'être humain. Cette interview a été effectuée par un promoteur de santé d'une autre communauté. Et donc, lorsque la première communauté a écouté un pasteur, eh bien, celui-ci a une énorme influence pour que la communauté qui refusait le vaccin comprenne l'importance du vaccin et l'accepte afin de prévenir la COVID. En une seule journée, la couverture est passée de 4% à 52% de vaccination. Ce sont donc des stratégies auxquelles il faut recourir. Bien sûr, elles dépendent du contexte. Il faut donc utiliser les versants culturels afin d'expliquer l'importance de ce qui est fait. C'est une expérience que nous avons eue, c'est notre vécu et qui nous a servi énormément afin de l'utiliser également au niveau d'autres communautés. Recourir à la culture locale, aux convictions locales. Il faut donc chercher le moyen qui est propre à chaque communauté. Et communiquer, c'est évident. Je remercie la consultante de la communication de l'OPS en Bolivie vient de se connecter, Madame Sandra Mayo. Je vais vous donner la parole. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Merci, salutations à tous les participants. Remerciements également à notre partenaire en Bolivie. Et nous présentons des excuses pour la connexion, mais la région du Chaco connaît énormément de difficultés, notamment une énorme absence de connectivité.
Dans les zones rurales, Bolivie, dans la région, ce projet a été mis en place. La valeur du travail communautaire est énorme. C'est grâce à cela que l'on peut travailler avec les populations les plus vulnérables. Deuxième élément important, et le temps n'est pas linéaire pour les communautés de langue guarani. Il faut donc prendre le temps de comprendre la pandémie, comment elle est arrivée, l'effet qu'elle a eu sur les populations guarani, comprendre aussi la complexité de tous ces concepts. Et le concept de traçage de contact est un concept que l'on connaissait, qu'on a utilisé dans le cadre d'autres interventions, par exemple les campagnes de vaccination, mais dans le contexte de la pandémie, le traçage des contacts a été extrêmement complexe. Et nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette initiative et particulièrement les promoteurs de santé. Ils se sont impliqués depuis la mise au point des contenus du programme de radio. Ils sont intervenus également au niveau des communications interpersonnelles, de dialogue. Ils ont participé à tous les niveaux. Et donc, ce projet a été extrêmement important et a utilisé tous les moyens possibles. Et Tania, merci de nous avoir aidés, d'avoir facilité le lancement de ce projet. Merci. Merci, Sandra. Nous souhaitons que cet espace permette à plusieurs pays de démontrer leur expérience et nous invitons tous les participants à prendre contact. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon adresse courriel dans la boîte de chat. Si vous souhaitez montrer votre expérience, nous sommes là pour vous aider. Il y a deux questions, une autre du Costa Rica, de Luis Antonio Fernandez, qui nous demande s'il existe un indicateur d'efficacité de la communication pour ce qui est de la mesure de la modification du comportement de la population et les attentes quant au comportement que doit avoir une personne en raison de l'acceptation des nouvelles règles de comportement. Par exemple, toutes les mesures barrières. C'est un sujet dont nous avons parlé hier d'ailleurs. Et c'est l'énorme défi. Il faut savoir comment les actions de communication peuvent être transformées en changement de comportement. Et c'est précisément la question que pose Luis Antonio. Y a-t-il des indicateurs qui permettent de voir si la communication a eu un impact et a permis de modifier le comportement de la population? Nous savons que les indicateurs sont essentiels pour mesurer les impacts. Mais nous savons aussi que les informations dont nous disposons pour le Chaco ne sont pas très cohérentes. Mais nous pouvons dire que dans les 62 communautés où nous avons travaillé, nous avons obtenu une couverture de 68% de vaccination, alors que les données officielles sont de 42% pour le restant du pays. Donc, énorme succès, comme le disait Sandra. Les obstacles étaient énormes au départ. Par exemple, la culture évangélique empêchait de se faire vacciner pour des raisons culturelles, de conviction religieuse. Donc, cette communication
a permis de créer un impact qui était pour nous extrêmement important, avec une couverture de 60% de la vaccination. Voilà donc la réalité. Nous pouvons également dire que les communautés sont parvenues à faire montre de bon sens face à ce problème mondial. Peut-être grâce à la communication par radio, aux réseaux sociaux. C'est important. Le problème, d'ailleurs, au départ, était inconnu. Il y a ensuite eu un rejet. Mais grâce aux communications, nous sommes parvenus à obtenir que les communautés ont accepté la situation et se sont axées sur la prévention grâce aux interventions des agents de santé que nous avions formés. Concernant l'attitude adoptée, il faut souligner ici que la démarche communautaire a été essentielle. Dans les communautés, les membres se réunissent constamment en lieu clos. À l'heure actuelle, cela a changé. Ces réunions se font à l'air libre. Autre élément intéressant concernant les quarantaines au sein des familles, lorsqu'il y a des cas positifs, la participation des communautés est essentielle. Les communautés soutiennent les quarantaines des ménages. Certains ménages n'ont pas accès à l'eau ou à d'autres ressources et les promoteurs de santé aident les ménages à avoir accès au maïs ou à des biens essentiels. Cela permet de surmonter les risques qui peuvent se présenter. Pour compléter les actions de communication menées au début de ce programme, je voulais vous expliquer qu'une étude avait été menée pour connaître pour savoir ce que connaissaient les communautés en matière de santé, pour savoir si elles savaient ce qu'était le traçage. Un questionnaire a donc été soumis aux communautés à la fin de... On a soumis un questionnaire, une enquête aux habitants des communautés pour savoir si ce programme avait été utile pour enrayer la transmission de la COVID. Merci Isabelle. Le pourcentage de vaccination montre bien qu'il y a eu un changement de comportement considérable. Il y avait une certaine résistance vaccinale au début et on peut donc voir les progrès que vous avez favorisés au sein de ces communautés. Autre question de l'OPS Trinité et Tobago. L'émission de radio communautaire et les messages transmis ont-ils été placés dès le début aux mains des communautés et des promoteurs de la santé? Et si tel a été le cas, comment avez-vous fait en sorte d'éviter la désinformation au sein de la communauté? Comment vous êtes-vous assuré que les informations soient correctement transmises par cette émission de radio? Nous avons commencé par former les promoteurs de santé sur
une formation à l'utilisation des différents outils, comme la radio, en leur expliquant que c'était essentiel pour lancer le processus. Le programme a été conçu par notre équipe en adoptant différents formats comme l'information, la musique, la mise en scène, la fiction, pour réaliser une communication plus efficace. Ensuite, progressivement, nous avons intégré les promoteurs de santé. Ils envoyaient des informations aux communautés, ils organisaient des entretiens, ils recueillaient leurs témoignages destinés à motiver d'autres acteurs dans d'autres régions. Et ce faisant, on a associé progressivement les promoteurs de santé et les autres acteurs de la communauté. Cette émission a une structure définie qui a été maintenue tout au long de la durée du programme. Merci Isabelle. Autre observation de Lucie Serrato. J'aimerais lui donner la parole. Elle évoque différentes mesures prises au Honduras. Lucie, est-ce que vous aimeriez prendre la parole pour nous expliquer tout cela? Je ne sais pas s'il est encore connecté, je vais le lire. Je vais lire son observation. Au Honduras, depuis le début de la pandémie, d'intenses efforts ont été déployés, similaires à ceux de ceux qui ont été présentés en matière de traçage. Certains obstacles ont été rencontrés, notamment de la part des églises et des idées religieuses, mais les dirigeants ont appuyé le travail réalisé en faveur du traçage. Il a fallu atteindre un compromis entre les cosmovisions des communautés, les idées et celles des politiques publiques. J'aurais aimé savoir comment vous avez fait en sorte que les personnels et les promoteurs de santé s'engagent, participent au programme de communication, par exemple à la radio, parce que ce n'est pas toujours le cas. Quelle a été votre expérience en la matière? Je vois qu'une collègue du Honduras a levé la main et va compléter ce qu'a dit Lucie. Vous avez la parole. Karina, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il est encore connecté, mais Francesco, Karen, Sandra, comment avez-vous associé les autorités de santé, les personnels de santé dans des activités de communication? C'est très intéressant parce que souvent ils opposent une certaine résistance, ils craignent un peu de participer à ces activités de communication. Bonjour Tania, est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, je vous entends. Je m'appelle Karina, je viens du Honduras. Ma collègue a parlé de ces actions communautaires dans la boîte de dialogue et des actions similaires à celles déployées par nos collègues de terrain du Chaco. Cette expérience a été très gratifiante, bien qu'il existe encore certains obstacles. Nous avons travaillé à surmonter 2 obstacles et il y en a un troisième. La faible perception des risques reste un obstacle de taille. C'est un problème social répandu au Honduras, mais le traçage des cas contacts est très efficace pour
travailler avec ces communautés. J'en profite pour féliciter les auteurs de cette initiative qui sont très utiles pour les différents pays. Nous menons un projet qui nous a permis de nous rapprocher des communautés avec des promoteurs de la santé et nous travaillons étroitement avec les communautés. Rapidement, si vous me donnez encore un peu de temps, j'aimerais vous expliquer que nous avons fait traduire des ressources pour qu'elles atteignent 2 ethnies de notre pays. Nous avons donc fait traduire des outils, des ressources pour atteindre efficacement ces communautés dans leur propre langue. Nous avons vu que les résultats ont été positifs et nous avons donc l'intention de poursuivre sur cette lignée et de traduire d'autres ressources. Nous travaillons avec des chefs de communauté pour nous rapprocher de ces communautés, car nous avons constaté que c'était indispensable de travailler avec ces dirigeants. Nous avons tiré un autre enseignement. Nous avons récemment travaillé avec une zone reculée et difficile d'accès et nous sommes parvenus à toucher une communauté où l'on ne pouvait pas travailler directement avec les chefs de la communauté. Nous avons expliqué que nous avions travaillé avec d'autres chefs d'autres communautés. Il y avait une résistance face à la vaccination pour des raisons religieuses. Et donc, toutes les expériences que vous nous avez transmises sont très utiles. Et je voulais vous parler de l'expérience du Honduras. Notre équipe de communication a mené un vaste travail qui a été gratifiant et le traçage des cas contacts est efficace, c'est un outil efficace pour éviter la propagation de la maladie. Merci, merci à vous. Peut-être que dans un prochain webinaire, nous pourrions écouter votre expérience plus en détail. Francesco, Sandra, Isabelle, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la participation du personnel de santé à l'émission de radio? Très bien, merci. L'expérience d'Honduras montre bien qu'il faut cheminer aux côtés des communautés. Comme l'a dit Sandra, il faut commencer par écouter. Le travail fait au Chaco depuis de nombreuses années est un travail d'épidémiologie. Notre équipe se compose de professionnels guarani qui se rendent auprès des communautés et qui écoutent les besoins des communautés, qui leur parlent et qui partagent, qui font connaître ces besoins. La santé est souvent simplement l'affaire du personnel de santé. C'est pourquoi cette écoute est essentielle. Nous avons également constaté qu'il était essentiel de redonner de l'importance à la médecine traditionnelle qui est centrale, qui fait partie du quotidien des communautés. Si nous ne récupérons pas ces traditions, cette médecine traditionnelle, nous ne parviendrons pas à mettre à la disposition des communautés autochtones tous les besoins dont ils ont besoin pour que pour qu'ils prennent en main leur propre santé. Il y a une convention de l'OIT à ce sujet. Il faut leur donner voix au chapitre. Très souvent, les personnels de santé
ressentent une certaine honte, ils ne parlent pas toujours l'espagnol. Et ce que nous faisons, c'est de parler avec eux en guarani pour que la communauté s'approprie le système de santé et pour qu'elle joue un rôle central. Nous avons reçu une réponse très enthousiaste de la part des personnels de santé pour participer à ces campagnes de communication. Ce sont les communautés qui définissent, qui fixent les priorités et nous les écoutons. Dans ce contexte, dans cet environnement où on a vu affluer la désinformation dans les médias, sur Internet, dans les réseaux sociaux, personne n'a réussi à mettre un frein à cette désinformation. Tous les jours, on entendait de nouvelles rumeurs. Alors, en écoutant, quand on voyait que c'était un personnel de santé, un professionnel de la santé qui s'exprimait, cela suscitait une certaine confiance. Nous voulons donc donner la parole aux communautés et les écouter. Ce sont ces personnes-là qui peuvent faire changer les choses. Nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, mais ce sont eux qui font changer les choses. Merci. Je vois que Gaël Thomas avait levé la main. Est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Poser une question, faire une observation? Bueno, no sé si Keo puede. Es que creo que tengo que activar a los participantes Je ne suis pas sûre qu'il puisse prendre spontanément la parole. Je dois peut-être l'autoriser à le faire. Gaël, je viens de vous permettre de prendre la parole. Est-ce que vous voulez répondre? Bueno, no sé si Keo ya le activé la opción para hablar, pero Il peut à présent prendre la parole, mais en attendant, il y a une autre question dans l'onglet questions-réponses. Ce grand réseau de stations de radio communautaires utilisé dans le cadre de cette campagne a-t-elle constitué un point fort pour éviter la désinformation autour de la COVID-19? Est-ce que ce vaste réseau communautaire a influencé, a fait reculer ou a permis de contrer la désinformation? Oui, sans aucun doute, ça a été un point fort, ça a été un instrument utile pour contrer la désinformation qui affluait et qui souvent exerçait une influence négative sur la population, notamment sur la question de la vaccination. Nous avons utilisé les radios et elles nous ont permis d'étendre considérablement notre marge de manœuvre. Nous intervenons dans 3 municipalités, mais grâce à la radio, nous avons pu toucher plus de 17 municipalités de la région du Chaco. On l'a dit au début, c'est une région très vaste et très diverse sur le plan culturel. Le recours à la radio a donc été fondamental. Dernière question avant de clore ce webinaire. Hier, on a parlé de l'expérience de la Colombie. Nos collègues
de Colombie ont souligné l'importance de WhatsApp du fait de l'étendue de ce réseau et des compagnies téléphoniques sur le territoire. Mais en Colombie, dans le Chaco, la radio vous a semblé bien plus efficace que le recours à WhatsApp. Est-ce que vous avez mené des analyses ou comment avez-vous fait ce constat ou tiré cette conclusion? Comment avez-vous conclu que le meilleur réseau à utiliser dans cette région, c'était la radio? Eh bien, nous avons analysé la situation. Nous savons que tous n'ont pas de téléphone portable, tous n'ont pas une couverture téléphonique. Donc, nous avons essayé de travailler avec les promoteurs de santé. Certains avaient des téléphones portables. Nous avons envoyé des SMS, mais on a constaté qu'il était difficile de transmettre ces messages, ces SMS, à d'autres membres des communautés. On s'est rendu compte que l'information se perdait. L'interprète s'excuse, mais le son est entrecoupé. Está actual, lo hemos podido comprobar con ese programa que se ha realizado. Ce programme a permis de toucher une vaste audience dans les communautés où nous intervenons et même dans d'autres communautés. Tous écoutent cette émission. On a été surpris. Parfois, avec la radio, on ne sait pas l'étendue de l'audience. Mais dans ce cas précis, nous avons été surpris de voir combien nous avions touché le public. Ça a vraiment été le principal outil qui nous a permis de toucher les ménages de cette région. Merci Francesco, merci à toute l'équipe. On voit donc à travers ces témoignages la diversité des situations dont il faut tenir compte pour concevoir des campagnes de communication. Hier, nous avons vu la campagne massive menée en Colombie. Demain, la Colombie va lancer une nouvelle campagne fondée sur la radio, la publicité, WhatsApp. Hier, on a parlé du milieu rural. Et aujourd'hui, on a pu voir l'importance, le rôle de la cosmovision autochtone, la tradition orale, la radio communautaire en Amérique latine, peut-être dans toutes les Amériques aussi, mais du moins dans l'Amérique latine, la radio communautaire joue un rôle essentiel et central dans la communication des messages relatifs à la santé. Merci à tous pour votre participation. Nous voyons que ce webinaire a été un succès malgré les problèmes de communication. Merci à tous pour votre participation. J'ai noté mon courriel dans la boîte de dialogue. Nous restons à votre disposition, à la disposition des pays qui souhaitent nous contacter pour nous faire part de leur expérience en matière de traçage des cas contacts, mais aussi de la communication des risques et de la riposte à la pandémie de COVID-19. Nous espérons que nous aurons l'occasion d'organiser beaucoup d'autres webinaires et de connaître l'expérience de vos pays et de notre région. Merci à tous. Excellente après-midi, excellente semaine. Muchísimas gracias. Tumpandiveño, que Dios lo acompañe y lo cuide en Merci esa beaucoup. Ce travail a été
difficile, mais il a été couronné de succès. Merci.